Ouais, c'est parti. Cool. Bonsoir à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Crypto MetaFR, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour le nouvel AMA avec Federico. Bonsoir Federico. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc ce soir, plein de nouveautés à nous annoncer, c'est ça? Bah en fait, ouais, c'est ce que je disais à Matt là en off, c'est que j'adore ce rendez-vous. Franchement, j'adore ce rendez-vous parce que ça me permet en fait de voir un peu tout ce qui s'est dit dans la communauté pendant la semaine et puis de vous répondre. Et en fait, il y a eu pas mal de il y a eu pas mal de questions. Déjà, il y a eu pas mal d'intérêt, c'est plutôt cool. Ça fait plaisir. Du coup, j'ai fait un petit deck. Je vais essayer de vous présenter un petit peu des réponses, j'espère, aux questions que vous aviez. Et puis, il y a un sujet dont on avait parlé un peu semaine dernière, et moi, j'ai eu pas mal de retours, et notamment par rapport au whitelist, et je pense que ça vaut le coup d'expliquer un peu clairement comment ça va fonctionner. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on a eu beaucoup d'attention là-dessus, donc c'est bien. Maintenant, je me rends compte qu'on n'a pas été super clair, et même on est en train d'essayer d'affiner pour que pour que ça marche bien pour tout le monde. Donc voilà, on a une proposition un peu ce soir qu'on veut vous partager. J'espère que ça vous plaira. Impeccable. On va dire bonsoir à Skyzen, bonsoir Libro, bonsoir Masque, j'espère que vous allez bien. Salut les burners. C'est ça. Bah du coup, tu te lances quand tu veux, tu me dis ce que... J'y vais. Bah, alors, est-ce que je peux partager un écran? Comment ça marche ce truc-là? Slides, hop. You have no slides. Non, pas du tout. From your computer. Ah non, est-ce que je peux juste partager mon écran là-dessus? Je l'ai jamais fait, je t'avoue. Share screen. Vas-y, je le vois en off pour l'instant, puis après je... D'accord. Share screen. Qu'est-ce que tu vois? Hum, hum, hum. Pour l'instant, je vois le retour Alors, de donne-moi une nous-mêmes. seconde pour lancer mon super PowerPoint. Voilà. Est-ce que Voilà, tu là. vois, est-ce que tu vois un super PowerPoint? Yes, là je vois. Je peux afficher du coup. C'est bon? Vas-y. Il n'y a rien Bonsoir à de. tous. Salut OC. Bon, alors je vais vous présenter un petit peu tout ça. Alors, j'ai fait des slides cet après-midi, donc excusez la forme. Hein, c'est pas. J'ai fait ça assez vite. J'avais envie qu'il y ait du contenu. Euh, donc juste pour ceux qui étaient. Alors, je vais essayer de ne pas répéter ce que j'ai dit déjà 2 fois. Et franchement, si vous êtes déjà venu la semaine dernière et la semaine d'avant, je vais pas vous ressouler avec la même question. Et puis pour ceux qui n'ont pas vu, ils iront voir la vidéo qui a été faite, puisqu'on a la rediffusion sur la chaîne YouTube. Exactement. Donc, juste le seul point, il y a eu beaucoup de questions en fait sur qu'est-ce que c'est qu'un burn en fait. Qu'est-ce que les gens achètent vraiment quand on continue à leur dire t'achètes un burn? Parce que les gens sont habitués à acheter des NFT et depuis le début, je m'acharne à dire non, mais en vrai, on essaie de faire un truc un peu différent, t'as du contenu en plus, et puis il y a une appli, et puis comment ça marche dans l'appli. Donc là, ce que je voudrais, c'est vous faire partager un petit peu, peut-être liker un peu des images de l'appli, du site web, pour que vous ayez une idée. Et j'espère que ça clarifiera un petit peu qu'est-ce qui sert à quoi dans le projet. Si vous avez des questions sur autre chose, évidemment, n'hésitez pas. Mais là, je vais essayer de vous faire une petite plongée sur ce que c'est qu'un burn. Un burn, c'est une terminologie spécifique à Wallburners. Hein. C'est nous qui avons défini ça. Alors effectivement, le mot burn existe ailleurs dans le monde du NFT. Ça veut dire complètement autre chose. Pour nous, un burn, c'est vraiment un package digital qui représente la version officielle d'une œuvre physique ou éphémère, mais en tout cas quelque chose de réel. On le burn dans notre jargon, on le capte et on récupère toute cette information, on la met dans un package digital, et ce package digital, ça devient la version officielle certifiée par l'artiste de cette œuvre. La partie importante de la phrase, en fait, il y a 2 parties importantes dans la phrase. Il y en a une, c'est certifié par l'artiste. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait là, ça a un sens parce que l'artiste te garantit que c'est sa version officielle à lui. Donc on a un contrat avec l'artiste qui fait qu'il ne peut pas en faire une deuxième sur la même œuvre. Donc c'est ça il ne peut pas faire un deuxième NFT sur la même œuvre. Donc c'est ça qui est intéressant pour l'acheteur, c'est qu'il collectionne la seule version officielle. Et puis le deuxième point, c'est quand on dit qu'elle est, vous allez voir, elle est cryptée, c'est que tout ce mécanisme, il est fait pour que l'acheteur du NFT soit le seul à pouvoir en profiter pleinement. C'est-à-dire que c'est le seul à pouvoir accéder vraiment au contenu en haute définition et à la totalité du contenu. Donc c'est ça qui sont les 2 parties vraiment importantes, officielle et privée, ou en tout cas expérience unique. Et tout ça, c'est supporté par une vente en NFT. Le NFT, en fait, c'est vraiment le certificat de propriété de ce package-là. Alors en gros, qu'est-ce que tu retrouves? Ça, c'est pris sur le site. Hein. Si vous êtes allé sur le site, vous retrouvez un peu la info. Mais un burn, ça contient typiquement, évidemment, des images en aussi haute définition que possible. On envoie un photographe sur les œuvres quand on peut, quand on récupère des photos de photographes professionnels, et on met la plus haute définition qu'on peut avoir. L'idée étant que tu dois pouvoir, en tant que propriétaire,
en tirer une impression, si tu as envie de te l'afficher sur ton mur, aussi grosse que possible. Donc évidemment, on cherche la meilleure qualité d'image possible. Du footage vidéo exclusif, c'est-à-dire ce qu'on aime bien, c'est que typiquement quand on travaille avec les artistes, on a du making-of, on a des interviews, on essaie de faire à chaque fois un time-lapse. Alors des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas, mais un time-lapse de la création, c'est-à-dire qu'on a une caméra posée devant le mec qui peint, et donc tu peux suivre la création de l'œuvre. Et un certificat d'authenticité qui est... alors, ça fait un peu marrer les gens quand on est un NFT d'avoir un certificat d'authenticité, parce qu'ils disent, ouais, mais l'authenticité du NFT, c'est le NFT lui-même. Bah, là, en fait, l'authenticité, c'est un cran au-dessus, c'est au niveau de l'œuvre. C'est-à-dire que tu as l'artiste qui te dit, ceci, c'est mon œuvre, c'est moi qui l'ai faite, et j'en ferai pas une autre copie digitale. C'est ça, le certificat, en fait. Et ça se présente comme un PDF, avec la signature de Wallburners, la signature de l'artiste, et un petit peu d'explication, justement, sur qu'est-ce que c'est que le certificat d'authenticité. Un peu comme quand tu vas acheter un tableau en galerie, derrière, tu le retournes et tu as une signature, des fois avec un hologramme qui te dit ceci est authentique. Bah, là, c'est pareil, quoi. Alors, le point important, c'est ce que je dis, c'est que c'est sécurisé et c'est crypté. On va voir comment ça marche, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que tu as acheté ton burn, que tu as acheté ton NFT, que le token est rattaché à ton wallet, enfin, que tu possèdes le token, pour pouvoir utiliser le contenu est crypté pour chacun des devices sur lesquels tu vas utiliser. Donc, il ne circule jamais en clair, en fait. Il est toujours crypté de bout en bout. Pour ceux qui sont un peu familiers de la chose, c'est ce qui se passe dans le monde du cinéma, en fait. Dans le monde du cinéma, quand tu vas voir un film, il y a ce qu'on appelle un DRM. Ça veut dire que le fichier que tu vois, le truc qui est projeté, il est décrypté dans l'appareil de projection. C'est-à-dire il arrive crypté jusqu'à l'appareil de projection, et c'est l'appareil de projection qui va décrypter au moment où il projette. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment le truc qui circule en clair, et il n'y a pas vraiment un moment où tu peux choper le flux pour le pirater, quoi. C'est exactement le même procédé qu'on utilise, c'est-à-dire que le truc est crypté de bout en bout, de nos serveurs jusqu'à ton téléphone, et c'est ton téléphone qui décrypte. C'est ça qui fait que c'est sécurisé et qu'en vrai, tu es le seul à pouvoir l'utiliser, quoi. Quand je dis qu'il n'y a aucune copie qui circule, c'est comme c'est nous qui produisons, on s'organise et on a un process qui permet de détruire toutes les copies qu'on a utilisées pour fabriquer le contenu. Donc sur les appareils photo, sur les drives, une fois que c'est vendu, nous, de notre côté, on en garde une copie décrochée d'Internet, mais a priori, on a effacé tout ce qui a circulé, quoi. Il y a pas de... Donc quand tu l'as en main, tu es le seul à l'avoir, vraiment. On a essayé de faire un truc vraiment net en disant il n'y a que cette copie qui circule. Du coup, tu es un peu le seul à pouvoir en avoir des impressions professionnelles. Le signé par l'artiste, c'est nous qui le fournissons, mais en gros, si tu veux en faire un grand, tu es le seul à pouvoir le faire. C'est plutôt chouette vu les photos. Et puis, il y a un point qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on reverse une partie, on appelle ça la street community, enfin au SAMU social, très concrètement. Donc, une partie de l'argent que vous allez mettre va aider des gens dans la rue qui vivent au pied des œuvres. Donc ça, c'est vraiment comprendre ce que c'est qu'un burn. À quoi ça ressemble? Alors, les images que je vous montre là, c'est les images de la maquette. Donc, c'est pour ça que vous avez du lorem ipsum et pas des vraies œuvres. Il y a une vraie raison pour laquelle je ne vous montre pas la vraie plateforme, c'est parce que déjà, on a les vraies œuvres qui sont en train d'être montées dessus. Et puis, il y a des petites subtilités qu'on va garder, mais je veux juste en fait vous faire comprendre un peu comment ça marche. Donc, vous vous arrêtez pas sur les textes ou sur les images. Ce qu'il faut, c'est comprendre un peu comment ça se structure. La logique de Wallburner, c'est qu'on commence par des œuvres. Là, par exemple, tu vois, ce qu'il faut imaginer, c'est que ce serait une œuvre sur laquelle on a 3 images, 3 éditions. Et chacune de ces éditions, en fait, est vendue à un prix et une rareté différente. Là, dans l'exemple, tu as une photo de gauche qui serait en unique, donc tu la payerais dans l'exemple 0,8 Ethereum. Les prix sont en bol, hein, c'est une plateforme de test. Tu as une version rare et une version, normalement, d'ailleurs, marquée ultra rare, donc de 1 à 10 ou de 1 à 100. Donc là, tu as ton œuvre, tu as la description de l'œuvre, tu as la géographie, tu as des infos en plus que tu vas retrouver en haut, et tu as ces 3 éditions-là. Tous les contenus que tu vois sur le site à ce moment-là, en fait, ils portent cette mention dessous, qui te disent c'est un export en basse résolution. C'est-à-dire que les photos que tu vois là, c'est effectivement des versions en basse résolution et filigranées. Il y a un logo Wallburners qu'on ne voit pas très bien, mais qui est mis dedans. Ce qui fait que c'est jamais la version officielle. C'est des versions que tu peux exporter, qu'on exporte à, je crois que c'est 500 pixels la largeur. Donc c'est un truc qui peut passer sur un écran, qui passe sur un écran de téléphone. Tu peux éventuellement le mettre sur Insta si ça t'amuse, mais c'est pas de la haute def. La haute def, tu l'as vraiment que sur ton téléphone. Donc maintenant, admettons que tu cliques sur une de ces éditions et tu arrives sur la page édition. Alors, on va cliquer sur la première. Et là, ce que tu retrouves, donc tu as la version web et la version mobile.
Sur le côté gauche, tu as effectivement la photo principale, celle dont je vous parlais, que tu as en haute définition. Et puis, tu as tous les contenus additionnels, qui sont des contenus exclusifs. Donc, c'est là où tu as effectivement le making-of, la vidéo, les machins, etc. Si tu cliques dessus, ça s'affiche. Et sur la partie droite ou en bas de l'écran, tu as toute la partie achat. Donc, en fait, c'est super simple. Il faut te connecter, tu te connectes avec ton wallet. Là, par exemple, il y a 3 des burns. Donc, sur cette œuvre-là, il y a, mettons qu'il y en a 6 de disponibles. Donc 6 multiples, tu peux en acheter 6 packages. Les 3 premiers sont encore en vente. Les 2 premiers ont déjà été achetés, mais sont remis en vente. C'est-à-dire que concrètement, tu peux les acheter parce qu'ils ont un prix. Et là, il y en a un, c'est toi qui l'as acheté, donc il te dit c'est le mien, et donc tu cliques sur voir et tu vas dans ton espace. Donc l'idée, c'est vraiment que tu l'achètes tout simplement. Si tu cliques là, ça t'ouvre ton MetaMask, ça fait la transaction, etc. Et tu retrouves le truc. Et tu as la possibilité soit de le remettre en vente directement, soit de dire je ne le revends pas. Et effectivement, là, il y aurait marqué not for sale à la place du 0,2 Ethereum. C'est assez simple. Et donc, du coup, quand tu en achètes, tu as une liste de burn. Ça, c'est ta liste de burn, par exemple, que tu aurais chez toi. Là, dans l'exemple, encore une fois, c'est du fake. Regardez les images, regardez ça pour comprendre. Là, le bonhomme, il en aurait acheté 4. Il a son image, il sait quel est l'artiste, il a le prix d'achat, il sait sur quel device ils sont en train d'être utilisés. C'est-à-dire qu'en gros, ce burn-là, il a été téléchargé sur un iPhone 13. Il peut afficher ou pas le fait que c'est lui le propriétaire ou pas. Tu peux très bien dire j'ai un compte, mais j'ai pas envie qu'on sache que c'est moi qui est le propriétaire. Et puis, tu as 2 onglets. Tu as tous tes burns ici. Et puis, tu as les burns que tu as mis en vente. Donc, tu cliques dessus, tu retrouves par exemple celui-là, là, il est aussi en vente. Donc, tu le retrouves de l'autre côté. Et tu as des fonctionnalités différentes, comme typiquement déjà mettre un prix de vente, savoir quel est l'intérêt, etc., etc. Et puis, sur chacun des burns, en fait, tu peux faire un certain nombre de choses. C'est ce menu qui est déroulant quand tu cliques dessus. Le premier, on va rentrer dedans, c'est transférer, c'est l'emmener sur un device, justement. Tu peux le vendre, tu peux l'imprimer. Imprimer, ça veut dire que tu peux commander l'impression en haute qualité. Tu peux masquer le fait que tu es propriétaire. Et puis, tu peux télécharger une facture parce que comme on est dans un monde où on vend... c'est quand même Wallburners qui vend, tu as une vraie facture attachée, quoi. Tu as une TVA. Si tu es une entreprise, tu peux télécharger une facture d'achat. Ça, c'est assez important parce que pour ceux qui sont un peu dans le business, on va dire, de la vie réelle, hors pure crypto, une des grosses problématiques qu'on a quand on veut vendre des œuvres d'art en NFT dans la vraie vie, c'est que le collectionneur réel, lui, c'est un mec qui achète des choses sur facture. Il a une fiscalité, il a besoin d'avoir des factures, il a besoin de démontrer ce qu'il achète. Et surtout, s'il se dit que c'est une œuvre d'art qui est chère, il a besoin d'avoir ça. Donc, en plus, comme c'est Wallburners qui vend, en réalité, tout ce que vous voyez là, à chaque fois que tu achètes un burn, nous, Wallburners, on récupère les droits. Donc, on a un contrat avec l'artiste, on récupère les droits, et c'est nous qui vendons. On n'est pas une place de marché, c'est pas l'artiste qui vend. Il y a plein de places de marché où tu arrives, tu fais ton NFT, tu le vends, tu as un mec qui l'achète, et en réalité, ils prennent une toute petite com', mais c'est toi qui as vendu. C'est pas la plateforme, elle a fait que intermédiation en réalité. Nous, c'est très différent. Nous, c'est vraiment nous qui achetons les œuvres, qui faisons les contrats, on package tout ça et c'est nous qui vendons. Donc, c'est nous qui émettons une facture. Ce qui est super intéressant. Alors, ce qui est super chiant, je ne vous cacherai pas, c'est compliqué de faire une facture quand tu payes en Ether, mais ce qui est super important pour tous nos investisseurs, parce que ce qu'ils voient, c'est qu'on est en train d'essayer de faire le lien entre un monde économique réel, de la vraie vie, de Madame Michu, et la logique digitale qu'il y a derrière l'achat en NFT. Et en fait, c'est ça la grosse force du projet quand on parle beaucoup aux investisseurs, c'est qu'on est parmi les premiers projets, il y en a certainement d'autres, qui font ce lien-là, en fait, entre vie réelle et NFT. Et ça passe par une fiscalité, des factures, un compte en banque en France, et tout ce qu'on a discuté déjà la dernière fois. Mais en gros, ça se joue là. Et donc, pour l'exemple, si tu cliquais sur transférer, par exemple, donc tu veux amener ce burn sur ton téléphone, ça t'affiche un QR code. Donc, alors, ça dépend de sur quel device tu es, mais concrètement, ça t'affiche un QR code. Tu approches ton téléphone de ce QR code. Tu as téléchargé l'appli, tu accroches le téléphone. Hop, il récupère le contenu, il le décrypte, parce que c'est crypté pour ce téléphone-là. Et tu tombes, tu as la page d'accueil qui est en fait... vous allez voir, l'appli, elle est en V1, elle est assez simple, mais moi, je la trouve assez puissante. C'est-à-dire qu'en fait, tu as 3 gros onglets. Tu as un onglet avec l'image principale, donc celle dont on a parlé, celle qui est en super haute def, tu as un peu de description en dessous, que tu peux caster vers une télé, tu as d'autres petites fonctionnalités qui te permettent d'en profiter.
Tu peux zoomer autant que tu veux, tu peux en faire des choses, tu peux la montrer surtout, etc. Enfin, ça, c'est pour la peine, c'est vraiment, tu es le seul à avoir la photo en haute def. Tu as derrière tous les contenus additionnels, donc tu défiles, tu cliques sur play, tu peux regarder des vidéos, etc. etc. Et puis, tu as une fonctionnalité qui te dit, ton œuvre, elle est à, dans l'exemple, 254 km de là où tu es, et tu as une flèche qui t'indique dans quelle direction elle est. Et ça, c'est plutôt cool, parce que pour l'avoir eu en main, c'est vrai que c'est très chouette de savoir que ton œuvre est dans cette direction, avec la distance, et que tu t'approches, que tu t'éloignes. Ça te rapproche en fait de la réalité et du point d'ancrage. Ce qui est intéressant avec cette appli, donc c'est une V1, il manque pas mal de choses qu'on a en tête pour la V2, mais là déjà il y a quand même pas mal en lot fonctionnel, c'est quand même pas mal. Il y a un truc qui est très chouette, qui est très très chouette, c'est ce que je vous disais la semaine dernière. Moi, tant que je l'ai pas eu en main, j'ai pas compris ce que ça voulait dire que d'être le seul qui a un truc sur son téléphone que les autres n'ont pas. C'est-à-dire que c'est con à dire, mais quand tu l'as, quand tu sais que c'est que toi qui l'as, il y a que cette édition, il y a que toi qui peux l'avoir sur ton téléphone, sur ton petit chez toi digital. En vrai, ça fait quelque chose. C'est pas genre juste, j'ai une photo. Non, j'ai une photo, mais il y a juste moi qui l'ai. C'est la photo officielle de l'œuvre. Il y en a pas d'autres qui circulent, et c'est moi qui l'ai. Je peux te la montrer, je peux te la prêter, etc. Parce que ce que je vous ai montré avec le QR code passe évidemment d'un téléphone à l'autre. Tu peux passer un téléphone à l'autre. Donc ça vous donne un peu une idée de ce qu'il y a dans l'appli. Parce que je sais que dans la commu, il y a eu pas mal de discussions sur ouais, c'est chouette, il y a une appli, qu'est-ce qu'elle fait l'appli et tout. Et j'ai pas dans mon habitude, pour ceux qui me connaissent un peu, je survends jamais ce qu'on fait, parce que pour moi, ça s'appelle un boomerang. C'est-à-dire quand tu survends un truc, il y a toujours un moment où ça te rattrape. Comme là, on est en train de monter un business un peu sur le long terme, même plus qu'un peu sur le long terme, un business sur le long terme, je ne peux pas me permettre de promettre des trucs que je ne vais pas livrer. Je voulais juste être sûr qu'on ait tous en tête en fait, ce qu'on essaye de faire, ce qu'on va livrer là dans 15 jours, même pas, dans moins de 2 semaines, le 15 mars. Quoi. Donc là, si vous allez sur le site, en fait, ce qu'il faut retenir de comment on fonctionne, c'est que tu as 2 éléments. Tu as ce que nous, on appelle la marketplace, qui est en fait le site, qui aujourd'hui est juste un site vitrine. Si vous y allez aujourd'hui, vous ne pouvez rien acheter en fait. Mais à partir du 15, vous pourrez naviguer dans les collections et regarder des œuvres, et donc et ensuite les acheter quand on les ouvrira. Et puis, donc ça, c'est vraiment la place de marché. C'est là que tu les achètes, c'est là que tu auras ton compte. Quand tu te connecteras avec MetaMask, il va identifier tes burns et tu auras ta page Mes burns avec ce que je vous montrais, les boutons transférés, etc. Et puis, tu as l'appli, qui est vraiment une visionneuse et qui est un objet d'expérience et qui va grossir en termes de fonctionnalité. Alors, ce qui est sympa dans la notion d'appli, c'est que là, on a des idées de fonctionnalités en tête, on va la mettre à jour, ce qui fait que les œuvres que tu achètes aujourd'hui, elles vont évoluer avec l'appli. Typiquement, une des fonctionnalités sur lesquelles on est vraiment en train de travailler, c'est ouvrir un chatroom dans lequel il y aura tous les collectionneurs du même artiste et puis potentiellement l'artiste, etc. Ça, aujourd'hui, quand tu achètes une œuvre dans 2 semaines, tu ne l'auras pas. Par contre, ton œuvre, elle sera mise à jour comme une appli et elle te permettra de faire des trucs en plus. C'est ça qui est assez génial en fait comme concept, c'est-à-dire que là où ton tableau il est juste au mur puis il fait sa vie quoi, toi l'œuvre digitale mécaniquement elle va évoluer et puis quand on aura des nouvelles idées, et je peux vous assurer qu'il y en a plein, parce que ça ouvre, tu tires un fil, t'en as plein, ton œuvre elle va évoluer, il y aura la V2, la V3, la V4, mais tu continueras, enfin tu auras des trucs en plus dedans quoi. Et ce sera aussi l'appli qui te permettra, je vous en ai parlé beaucoup la semaine dernière, je ne vais pas vous en reparler cette semaine, mais tous les événements hybrides qu'on veut organiser, typiquement le Burn Paris 22, l'événement qu'on aura multiville début d'année prochaine, les trucs qui seront hybrides, l'appli servira de clé en fait, et d'éléments de participation à tous ces événements. Donc ça nous permet d'avoir vraiment les deux, pas juste une marketplace avec un NFT, mais aussi une appli qui du coup te rattache à une géographie, ce qui fait qu'on est capable de savoir que non seulement tu as l'œuvre de Cannes, mais qu'en plus, tu es à cet endroit, à cette heure-là, et tu peux accéder à des fonctionnalités particulières. Donc, c'est ça qui pour nous, est vachement excitant. C'est qu'on va créer en fait tout plein d'interactions autour de ce device que tu trimbales avec ton œuvre à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment... Je voulais juste faire un tour un petit peu là-dessus. Après, je vais laisser la parole bientôt à Arthur pour qu'on parle un peu d'art. Juste pour vous rappeler, donc effectivement, là, on a 3 collections qu'on annonce au lancement. Alors, l'idée de Wallburner, c'est qu'on ait une collection tous les 15 jours, en tout cas au début, après on en aura plus. Là, comme on a un lancement, on va annoncer les 3 premières et on va dévoiler un peu les œuvres des 3 premières. Mais en réalité, la première qu'on va vraiment ouvrir, c'est la toute première, c'est La Liberté est née dans la rue, qui est curatée par Cyril Gouillette. Il y a 6 artistes dedans. Jody Bonac, Let, Andrea Ravo-Mattoni, Zagezia, Can et Mister Deo. Il y a 6 œuvres en tout. Donc, si vous vous rappelez, j'ai des œuvres et éditions. Donc, il y a 6 œuvres. Et sur ces 6 œuvres, on fera 222 burns.
Je pense qu'on est parti pour faire 222 burns à chaque fois. On aime bien le nombre, ça tombe assez bien, ça nous permet d'avoir un ordre de prix, des prix un petit peu différents. Tu vois, on veut pouvoir avoir des accès un peu pour tout le monde. Et 222, ça marche assez bien, surtout qu'on va en faire plein en fait. J'ai pas forcément envie de sortir une collection avec 3000 trucs. Je préfère qu'on grossisse, qu'on crée de l'intérêt, que les gens viennent. Peut-être pas, ils seront peut-être pas intéressés par la première collection, mais ils viendront sur la deuxième, puis peut-être la troisième, la quatrième, et ainsi de suite. La deuxième, ce sera Sunset, qui est en train de travailler à Abidjan. Il y a une dizaine d'œuvres. Donc là aussi, on fera 222 burns. Et puis la troisième, c'est l'Edica. Là, c'est un peu particulier, c'est que l'Edica, pour ceux qui la connaissent, si vous êtes sur notre site, vous l'avez vu parce qu'on utilise pas mal ces images. Moi, j'aime bien sa façon de se mettre en scène. Et c'est quelqu'un qui fait aussi bien du street art que du happening, en fait. Et donc là, les photos, c'est des choses assez intéressantes parce que c'est elle qui graphe et c'est des photos d'elle. Donc il y a à la fois le graphe, il y a à la fois elle. Et c'est un personnage parisien. Si vous êtes sur Paris, dans le monde du tag, vous la connaissez forcément. C'est quelqu'un qui existe, enfin qui a une vraie existence, et une vraie folie au sens artistique. Donc c'est plutôt rigolo de travailler avec elle. Donc ça, c'est les 3 collections. Le drop, ça, je vous recommande d'aller voir sur le site, mais vous vous rappelez peut-être qu'il y avait plusieurs périodes. Il y a une période de lock, c'est-à-dire c'est maintenant où on annonce des collections, mais les œuvres ne sont pas visibles. Après, on va faire un reveal, c'est-à-dire qu'on va montrer les œuvres. Donc, tu pourras effectivement regarder, naviguer, voir ce que tu as envie d'acheter ou pas. C'est là qu'on va activer les whitelists essentiellement. Après, tu as le drop qui dure a priori 72 heures. Et à la fin du drop, on détruit tout ce qui n'a pas été vendu. Enfin, c'est même pas qu'on le détruit, c'est qu'on ne le minte pas. Donc, on arrête de minter cette collection-là. Donc là, sur la première collection, s'il n'y en a que 5 qui sont vendus, il n'y en aura jamais que 5. On ne se le souhaite pas, mais l'idée, c'est que il se peut qu'une collection ne marche pas juste parce que l'artiste n'a pas trouvé son public. C'est la vie, quoi. On va passer à autre chose. Il y en aura une suivante, une suivante, une suivante. Alors ça, c'est sur le site. Vous avez toute l'info si vous voulez. Moi, ce que je voulais, c'est rentrer un peu dans le détail du concret, en fait, de ce qui va se passer. Par exemple, les vraies dates de la liberté guidant le peuple, on est en lock période maintenant, si vous allez sur le site. Le reveal, ce sera le 15 mars. Le drop, ce sera le 24 mars, donc à peu près 10 jours après. Et la fin du drop, ce sera le 27 mars. C'est-à-dire ça, c'est vraiment les dates sur lesquelles on est parti. Par extension, les 2 autres, le drop de Sunset, le reveal, ce sera le 29. On va montrer un peu des trucs pendant la soirée du 15, mais bon, le vrai reveal, ce sera le 29. C'est-à-dire que tu pourras le voir sur la plateforme le 29 et le drop le 7 avril. Et l'Edica, c'est le 12 avril pour le reveal et le 21 avril pour le drop. Il y a un truc qui est super intéressant sur le 12 avril, c'est que c'est encore pas confirmé, etc., mais il se peut qu'on ait la possibilité de lui faire un tag dans un endroit un peu sympa le 12 avril. Et donc, si on arrive à faire ça, on va essayer de retransmettre, de faire le reveal à ce moment-là. Enfin, on va voir comment on s'organise, mais ça peut être plutôt chouette. Donc, ça vous donne une idée. En fait, l'idée, c'est qu'il y aura des collections un peu tout le temps, puis il y en a d'autres à venir. Maintenant, la semaine dernière, je vous ai parlé un petit peu de whitelist et j'ai eu pas mal de retours en fait, parce que comme on est une logique qui n'est pas forcément celle qu'ont tous les sites de NFT, la whitelist qu'on a entendu, la mécanique de whitelist est un peu différente et du coup les gens étaient un petit peu confus. Donc ce que j'ai voulu faire là sur la suite, c'est vous faire un slide un peu précis sur ce qui va se passer dans les 15 prochains jours, dans le prochain mois, au niveau de la whitelist et du premier drop, pour que vous compreniez un peu comment ça marche et qu'est-ce qu'on a en tête. J'ai repris, je vais me baser que sur la liberté guidant le peuple pour l'instant. Hein. Donc là, j'ai repris les dates que je vous ai données. Le reveal le 15 mars, le drop le 24 mars et le clean-up le 27 mars. Je vous en parlais la semaine dernière, on est en train d'organiser notre événement de lancement pour le 15 mars. Alors malheureusement, moi j'adorerais faire un événement, tu vois, avec 2000 personnes, faire un truc comme ça, mais on est plus sur un truc un peu contraint avec journalistes, investisseurs, quelques célébrités, quelques influenceurs. On est en train de rappeler tous nos réseaux et ça commence à avoir pas mal commence à avoir des retours. Je ne sais pas si vous avez vu, on est passé à la télé, ça nous ouvre quand même pas mal de portes. Ce que j'essaye de faire, c'est de faire un événement qui mixe des gens de la vraie vie. Excusez-moi si je dis la vraie vie, mais des gens qui sont qui sont pas dans la crypto, on va dire des collectionneurs physiques, et des gens qui sont beaucoup plus crypto.
Je veux pas faire un événement qui soit 100% crypto, je veux pas faire un événement qui soit 100% artistique, parce que on essaie de faire un truc un peu entre les deux. Donc c'est le pari de la boîte, hein, c'est d'arriver à faire ce lien-là. Et l'événement, il va être un petit peu à cette image-là. On a beaucoup de journalistes qui viennent de journaux tout à fait papier, hein, enfin je dis papier, mais descendant papier. Et assis, à côté, on aura quelques influenceurs crypto, certains assez connus. On a quelques bonnes pistes de ce côté-là. Et on va essayer de faire un événement où on va permettre à tout le monde de communiquer et de comprendre ce qu'on veut faire. Mais bon, on va en parler dans une seconde. Mais c'est vraiment le 15 mars. Donc, ce n'est pas un événement qui sera ouvert à tout le monde, malheureusement. C'est pour ça que je dis ça. C'est qu'on a une centaine de places de prévues. On a loué un lieu pour la peine très chouette. L'idée, c'est qu'il soit en live dans la vraie vie et qu'il soit retransmis sur Discord. On va voir comment exactement. Ce qu'on voudrait, c'est que la commu elle puisse participer. Donc, on aura des gens sur place qui vont faire des vidéos, on va essayer de voir si on peut faire des lives. C'est en train de s'organiser. Mais il y aura vraiment cet événement de lancement. Après l'événement de lancement, on va faire le plus de com possible, ça c'est une évidence, pour arriver au drop et que ça se vende bien, en fait, que les gens aient envie d'acheter cette première collection. Maintenant, en termes de whitelist, alors il y a deux univers, en fait. Pour nous, il y a vraiment l'event real life et Discord. C'est les deux canaux sur lesquels aujourd'hui on fait les whitelists. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Si tu es purement digital, tu passes par Discord. Sinon, c'est dans l'événement vraie vie. On n'a rien sur Insta. On n'a rien. C'est vraiment ces deux canaux-là. Donc, je sais que vous êtes déjà sur notre Discord, mais c'est là qu'il y aura les infos. Alors, il va y avoir une première whitelist qui, pour la peine, sera la même pour tout le monde, qui va être sur la liberté, qui est dans le pub. C'est-à-dire que le jour avant le drop, pendant 24 heures, il y aura un certain nombre de personnes de chacun des deux canaux qui auront la possibilité d'acheter à un prix réduit pendant 24 heures. Donc, ce sera les seuls. On ouvrira la vente à une liste de wallets. Et il y en aura un certain nombre distribués à l'événement. Il y en aura un certain nombre distribués sur Discord. L'idée, c'est... et la mécanique fait que tu pourras normalement acheter... tu pourras acheter une seule œuvre par wallet. Donc, par exemple, si on va avoir 6 œuvres, tu pourras acheter une version de chaque œuvre, tu ne peux pas t'en acheter 50. C'est ça que je veux dire. L'idée, c'est de créer un truc pour en laisser un peu à tout le monde. C'est une mécanique qu'on est en train de mettre en place. Donc ça, ce sera pareil pour les deux. Aussi bien en Discord qu'en real life, il y a les mêmes droits. Et donc, l'équipe Discord, Gatsu et Matt et Mask, vont vous guider sur comment obtenir la whitelist, comment accéder à cette whitelist si ça vous intéresse. Après, tu as deux autres choses. C'est une autre chose qui va se passer à l'événement. Je vous en ai parlé la semaine dernière et là, ça se précise et c'est carrément super chaud. C'est qu'on a un artiste qui s'appelle Can. Je vous recommande d'aller voir ce qu'il fait. C'est un mec qui fait des trucs. Déjà, il fait des trucs super beaux, mais en vrai, c'est un mec qui est dans les musées. C'est quand même un gros street arter. C'est une belle référence qui va venir pendant l'événement et qui va graffer en live. Je pense qu'Arthur va vous raconter ça un petit peu tout à l'heure. Il va faire une œuvre sur un mur de l'endroit. Cette œuvre, on va la capter pendant l'événement et on va la mettre à disposition, on va la distribuer en fait. On va faire le burn pendant l'événement. Et là, du coup, c'est quelque chose qui est pour nous. Enfin, c'est à notre charge. Personne ne paiera jamais pour cette œuvre. C'est juste faut être sur la whitelist pour l'avoir. Et il y aura en fait déjà 2 whitelists pendant l'événement. Donc, il y aura celle vraiment en live pour les gens qui seront là-bas. On en a prévu 50 pour l'instant. C'est-à-dire qu'on veut... l'idée, c'est que... Enfin, mon idée, c'est de me dire, je veux que tous les différents journalistes, et surtout ceux qui sont des journalistes, on va dire, pas crypto, partent de l'événement avec un wallet dans lequel ils auront l'œuvre de Can, ils auront leur premier burn. C'est-à-dire que pendant l'événement, on va les aider à faire des wallets s'il y a besoin. Il y aura un petit atelier wallet, parce qu'il y en a plein qui n'en ont pas. Hein. Enfin, je pense que pour vous, c'est une évidence, mais dans la vraie vie, il y a plein de gens qui n'en ont pas. Il y a plein de journalistes pour qui c'est super nébuleux. Ils auront leur wallet. On va leur permettre d'accéder. Je pense qu'il y en aura une cinquantaine. Et donc là-dedans, il y a qui ? Il y a des journalistes, il y a quelques célébrités. Je ne vais pas vous dire de nom, mais il y a quelques célébrités qui sont plutôt sympas, qui, eux, vont avoir accès à cette whitelist pendant 24 heures. Donc même, ils pourront pendant 24 heures l'acheter à zéro Ethereum, juste les prix du mint, quoi. On va ouvrir la même whitelist pendant les mêmes conditions à quelques personnes, moins que 50, beaucoup moins que 50, sur les gens qui sont sur le Discord. Donc ça, c'est notre équipe qui va vous dire comment on peut accéder à ça. Ça, pour la peine, c'est vraiment c'est cadeau, c'est pour nous, quoi. C'est vraiment, on veut
privilégier les gens qui seront là depuis le début, qui vont y croire, qui vont nous aider. Ils auront la possibilité, pour 0 Ethereum, de récupérer un truc qui sera unique, qui ne sera jamais vendu nulle part ailleurs. L'œuvre même, on va la garder, et si un jour on a des grands bureaux, on va l'afficher au bureau. Le contrat qu'on est en train de signer avec Cannes, c'est qu'on n'a pas le droit de la vendre, en fait. C'est vraiment, le truc qui n'existera que là. Et puis, on va ouvrir une deuxième whitelist sur la même œuvre. Là, pour la peine, beaucoup plus sur les gens. Donc, il n'y a pas vraiment de limite en termes de nombre, mais il faut être dedans sur Discord. C'est-à-dire que tu pourras, en fait, après la vente de la Liberté, donc le 27, si tu as acheté quelque chose pendant la vente sur la Liberté, tu pourras, pareil, obtenir le burn gratuit de Cannes. Là, c'est vraiment... Parce qu'en fait, on voudrait... Comme il y aura des prix un petit peu pour l'ensemble, il y a un peu des prix pour tous les budgets dans la collection, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, c'est qu'on veut qu'il y ait des œuvres, quelques-unes qui seront très chères et quelques autres qui seront beaucoup plus accessibles. On se dit qu'en fait, il y a des gens qui n'auront peut-être pas les moyens, si on devait la vendre, d'avoir les deux. Donc on leur dit, si vous achetez quelque chose sur la collection de la Liberté qui guide le peuple, vous serez qualifié sur la whitelist qui vous permet de récupérer le Cannes. Donc ce que ça veut dire, c'est que si on vend tout, là, si on vide, on explose, l'œuvre de Cannes, elle aura été diffusée à tout casser autant de fois qu'il y a eu de ventes sur la Liberté qui guide le peuple, à quelque chose près. Donc c'est un truc qui dépassera jamais les 200 exemplaires et qui sera jamais reproduit et qui sera juste pour notre première vente. Et c'est pour nous, c'est nous qui payons l'artiste en amont. C'est le seul artiste en fait que pour l'instant on paye en cachet en amont. Tous les autres, on est en partenariat avec eux, on a un contrat de partage de revenus, je suis transparent avec vous. Lui, Cannes, c'est vraiment, on est en train de signer, on lui achète son œuvre, il l'a fait pour nous, il ne la fera pas ailleurs, et elle sera vraiment disponible que sur les whitelists de ce lancement. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez fait une capture d'écran de tout ça, je pense que c'est un peu plus clair que ce que je vous ai expliqué la semaine dernière. J'ai essayé de mettre des dates. Et puis du coup, alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que pour les autres collections, il n'y aura pas Cannes à chaque fois, forcément, mais il y aura toujours cette logique de reveal, le drop, et 24 heures avant le drop, la whitelist. Et la whitelist, on va essayer de la faire, a priori, s'il n'y a pas d'événement physique, ce sera essentiellement sur Discord, mais on va quand même essayer à chaque fois d'avoir un petit pendant physique. Moi, ça me ferait plaisir d'avoir une galerie à chaque fois sur laquelle les gens puissent venir s'informer et profiter des œuvres sur des écrans, quoi. Donc voilà, je ne sais pas, Matt, si c'est plus clair pour toi déjà. Oui, là, tu nous as donné beaucoup d'informations, c'est impeccable. Ouais, Dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je pense que là, tu as de grosses surprises ce soir. Là, c'est vraiment... Je sais pas si c'est des surprises, mais bon, on essaie d'être concret parce que les gens... Enfin, moi, ce qui m'a vachement fait plaisir, et là, je vais arrêter, je vais laisser... Quelle heure il est? Parce que, j'ai 4 minutes de retard. Il est là, Arthur? Je l'ai même pas vu. Il est là, il est arrivé. Il est là, ok, super. Salut, Arthur. Il nous attend. En fait, ce qui m'a fait vraiment plaisir, je vais être transparent avec vous, hein, je suis autant que je peux le Discord. Malheureusement, vous imaginez, j'ai des journées de fou. On a tous Alors, c'est une mauvaise blague parce qu'on est vraiment en guerre, mais là, pour l'instant, les journées, on est au combat du matin au soir. C'est génial. Franchement, je me suis jamais autant amusé. Je kiffe. On commence à avoir des gens qui appellent dans tous les sens. On commence à avoir de l'intérêt un peu partout, même à l'international. C'est très chouette. Mais par contre, on est dedans. Je vous cacherai pas que c'est chaud. Mais du coup, j'essaie de suivre un peu le Discord et j'ai vu des trucs qui m'ont fait vachement plaisir. Déjà, j'ai vu des gens qui ont vraiment posé des vraies questions super intéressantes. J'ai vu des gens qui ont parlé d'art un peu, ce qui est pas forcément super évident sur les Discord en général. Notamment sur les Discord NFT, il y a des gens qui ont dit moi j'aime ça, et ça m'a vachement fait plaisir. Et puis effectivement, je pense que ce qu'on vous doit au minimum, si on vous demande de vous impliquer, c'est d'être transparent avec vous, de vous proposer un truc qui soit réellement unique. Et là, on a essayé d'aller sur un truc que, en tout cas, moi, ça me fait kiffer ça me ferait kiffer de l'avoir, quoi. L'œuvre de Cannes faite, en plus, je sais pas si Arthur va pouvoir leaker à quoi elle va ressembler, mais c'est pas ce qu'il est en train de peindre là sur son image, hein. Ça a un peu, moi, je trouve que ça a plus de gueule. Et j'espère que ça va vous plaire, que vous aurez envie de la voir, surtout, que vous aurez envie de la voir et de la garder, parce que c'est un truc qui normalement finirait dans un musée, quoi. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, à moins que vous ayez des questions, moi j'ai envie de laisser la parole à Arthur. Il se présentera tout seul, mais Arthur, c'est notre directeur artistique et c'est quelqu'un dont l'arrivée dans la boîte a vraiment changé la vie de la boîte.
Ça nous ouvre il a un réseau d'artistes, de galeristes du milieu qui est juste incroyable. J'ai fait quelques expos avec lui et c'est super intéressant parce que c'est salut Arthur, comment tu vas Arthur, enfin tout le monde le connaît, donc c'est assez génial et en plus il a la modestie avec, donc voilà, je te On va laisse. l'accueillir. Voilà. Bonsoir Arthur. Et salut à tous, salut Fédé, salut Matt. Salut Arthur. Donc tout le monde Ça te fait découvre pour la première plaisir fois. de faire cette première main ensemble. Donc on va te laisser Très gentil présenter. ce que tu as dit Fédé, très gentil. Mais Merci. je pense. Ce que j'expliquais le premier jour, c'est qu'on a commencé sur des pieds très techniques et encore étonnamment pas technique crypto, mais on était plutôt des gens de la tech. Aussi bien Antoine que moi, on vient du monde de la publicité en ligne. Il nous manquait ce pied, si j'ose dire, art. On s'était un peu improvisé et c'est vrai que quand tu es arrivé, on a changé d'échelle, quoi. Et c'est super. Enfin, moi, je kiffe, quoi. Merci pour ce que tu fais. Bon, voilà, c'est pas pour Écoute, se lancer des fleurs, et ça me fait vraiment plaisir et le projet est beau, hein, on le développe. On le développe tous ensemble, ça fait, comme tu dis, c'est la guerre, mais ça fait plaisir. Il y a plein de très, très, très belles choses qu'on est en train de mettre en place. Donc voilà, par quoi tu veux qu'on commence, Matt, Fédé Parle-nous un peu de toi déjà pour commencer. Yes. De quel univers tu viens avant d'arriver dans les NFT? Ok, ouais, bien sûr. Donc moi, ça fait un certain nombre d'années que je travaille avec les artistes urbains en général. Moi, j'ai monté ma galerie, la Galerie des Masqués, il y a 2-3 ans. Alors, c'est une galerie qui produit régulièrement, qui drop régulièrement des éditions exclusives, des éditions d'art avec tout plein d'artistes de la scène française et européenne, on va dire. Une galerie qui vend plutôt en ligne. Mais on fait de plus en plus d'événements physiques. L'année dernière, j'ai fait une grosse expo dans un appartement de 100 mètres carrés qu'on a entièrement repeint du sol au plafond avec 4 artistes. C'était assez sympa. J'ai pas pensé à prendre les photos, mais bon, je vous les montrerai peut-être un jour. C'était très sympa. Et donc voilà, donc il y a cette partie-là. Et je produis aussi pas mal de fresques, soit pour des particuliers, soit pour des institutions, pour des hôpitaux notamment. Voilà. Donc il y a vraiment une activité de galerie, une activité de production d'art de rue, mais légale, on va dire, que je mène. Et voilà. Donc ça fait un certain temps que je travaille avec pas mal d'artistes, surtout de la scène française parisienne, mais de plus en plus européenne. Et donc moi, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir porter ça aussi sur un terrain que eux connaissent pas encore forcément trop, le terrain des NFT. Ils sont tous très chauds pour y participer. Ils savent pas forcément comment et surtout certains, pas mal, ça leur fait peur parce que c'est des artistes qui ont vraiment, qui travaillent la matière, qui travaillent le vrai, le réel. Hein, c'est pas forcément trop le digital. Et ce qu'ils aiment bien avec le projet, et moi ce que j'aime bien aussi avec ce projet, et pourquoi j'y participe, c'est parce qu'il y a vraiment cette croisée des chemins entre un taf qui est vraiment ultra tangible, réel, bien que souvent éphémère, hein, parce qu'on parle d'artistes urbains, mais qu'on va venir immortaliser, garder dans le temps, et ça c'est un truc vraiment génial que permettent les NFT. Voilà, donc voilà un peu pour moi d'où je viens. Et puis, parlons un peu des artistes du coup. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on entend tout ça. Ok. Et ben, est-ce que tu peux partager du coup le petit slideshow que j'ai Tout à fait. prévu? C'est parti. Voilà, ok, c'est parti. Bah, donc, on va commencer par Cannes, puisque c'est de Cannes dont Fédé parlait tout à l'heure. Donc, Cannes, c'est un artiste urbain, c'est un Français. C'est lui donc qu'on aura à notre soirée et qui produira un burn en exclu. C'est aussi lui qui est l'un des 6 participants à la collection. Donc un point quand même sur la collection avant peut-être de parler des artistes. De quoi, Fédé, au sujet de la collection, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que la commu sait pour l'instant, pour que je ne me répète pas, mais au contraire pour que je dise des trucs qui ne seraient pas publics. Je t'avoue que je parle tellement que je sais même plus ce que j'ai dit, mais en vrai, je pense qu'il faut que tu reprennes. Ok. Donc, la collection, parce que c'est quand même la base. Donc, chez Wallburner, moi, ce que j'ai essayé qu'on crée,
c'est que ça fonctionne évidemment par drop de collections, des collections qui soient homogènes, soit dans la thématique, soit autour d'un artiste. Alors pour cette première collection, ça va être une collection autour d'une thématique, donc avec plusieurs artistes différents qui ont travaillé autour d'une thématique. Et on a pas mal réfléchi, avec d'ailleurs le curateur à qui j'ai fait appel pour cette collection, qui est Cyril Gouillette, qui travaille au Louvre, qui a rédigé pas mal de bouquins sur l'art urbain, sur le street art. Voilà. Et on s'est concerté et on s'est dit qu'une bonne idée pour une première collection, c'était, alors qu'on travaille sur quelque chose qui est ultra contemporain, ultra moderne, et ben, d'aller chercher, de faire une sorte de pied de nez un peu rigolo et d'aller chercher aussi dans l'art classique et donc d'aller chercher des artistes qui les font rencontrer ces deux formes d'art. Et la solution qu'on a trouvée, c'est d'aller chercher plus précisément des artistes qui ont réinterprété une œuvre ultra classique que je pense que vous connaissez tous, qui est La liberté guidant le peuple de Delacroix. Donc, c'est cette femme liberté avec le sein nu qui brandit un drapeau et qui pendant la Révolution française, du coup, brandit toutes ces nouvelles valeurs de la Révolution française. Et donc, il se trouve qu'il y a évidemment plein d'artistes qui ont réinterprété ça. Et nous, on en a sélectionné 6. J'en ai sélectionné 6 avec Cyril Gouillette. On les a sélectionnés parce qu'ils ont tous une pratique artistique qui est assez variée dans leur technique, dans leur façon d'approcher les choses, etc. Et puis, tout simplement, évidemment, des artistes qui tous vont vraiment susciter chez nous une émotion très différente à chaque fois. Voilà, donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir avoir une première collection qui donne un panel assez large de ce que l'art urbain peut produire, à la fois en termes de technique, en termes d'émotion, en termes de rendu visuel, voilà, et pouvoir vous faire plaisir et donner un peu à chacun de pouvoir toucher un peu à tout ça. Donc, voilà. Ouais. Arthur, peut-être un truc en plus, c'est que je dis ça parce que moi j'ai le même problème en fait quand j'ai commencé à lancer le projet. C'est des artistes qui ont tous une cote aujourd'hui. Bien sûr. Pas, entre guillemets, on a été chercher, et c'est là que c'était intéressant, c'est qu'on a été chercher des gens qui existent en galerie, qui aujourd'hui existent réellement, quoi. Évidemment, donc c'est pas le NFT. Tu as raison. C'est qui n'est pas forcément le cas dans le monde NFT, mais là, moi, je suis allé chercher avec Cyril, on est allé chercher uniquement des artistes qui, comme tu dis, qui ont une cote. Et une cote, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont une existence sur le marché de l'art non digital, le marché de l'art, la galerie physique, qui expose en France à l'international depuis plusieurs années, dont les œuvres se vendent plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros au quotidien, qui sont exposés parfois dans des institutions, qui ont produit des fresques institutionnelles, légales, parfois aussi vandales, et de plus en plus légales. Voilà, donc ils ont vraiment une assise dans le monde de l'art contemporain urbain qui est plus que réel, qui est avéré depuis de nombreuses années. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une question que je t'ai jamais posée, c'est con parce qu'on se voit tous les jours, mais Cannes, si je voulais acheter un Cannes pour mon salon, ça me coûterait combien en fait? Une vraie œuvre sur toile? Ça va dépendre de la taille, mais je pense que tu serais entre 5 et 10 000. D'accord, donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui vend des toiles en galerie à régulièrement 5 et 10 000 euros pièce, quoi. Ouais, même plus, je pense que là on serait sur quelque chose, une œuvre relativement petite de Cannes, ouais. D'accord. Donc là, le NFT, en fait, il a une vraie. Ce qu'on va produire, c'est une vraie. Enfin, moi, c'est ça que en fait, si je peux me permettre juste un commentaire, ce que je trouve assez génial dans la période qu'on est en train de vivre, c'est comme personne l'a jamais fait. Les prix sont en train de se définir avec nous quelque part et avec l'artiste. Et c'est ça qui est vachement excitant aussi. Parce qu'on est en train de créer un marché avec des gens qui ont l'habitude de vendre. On n'est pas en train de partir en disant, bah écoute, t'existes pas, mais tu fais des trucs bien, on va voir comment ça se vend. Là, on est vraiment en train d'aller voir des collectionneurs qui pourraient payer 10 000 balles pour avoir un truc physique en leur disant, bah, c'est le même artiste. Donc, s'il a une cote dans le physique, il aura certainement une cote dans le digital. Peut-être pas tout de suite, mais en moment, il n'y a pas de raison qu'elle ne le rattrape pas, puisque le digital et le physique sont finalement deux facettes de du même marché. Donc, c'est super intéressant d'être allé chercher ces gens-là. Tout à fait, et d'autant que c'est des artistes qui vont pas disparaître du jour au lendemain, qui
continuent à exposer, qui de plus en plus vont être dans les ventes aux enchères, dans les galeries, mais aussi dans les institutions. C'est comme ça qu'on les choisit, hein. C'est très, très important. Il y en a beaucoup dans les collections à venir, en plus, mais déjà dans celle-là, mais voilà, qui, comment dire, c'est des légendes, hein, du milieu. Cannes, je vais commencer à en parler, mais c'est déjà, il fait déjà, par exemple, Cannes fait partie d'un des plus gros crews d'art urbain, d'artistes urbains de France, qui s'appelle les DMV, les Damental Vapors. Voilà, donc c'est tous des artistes très, 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 très intéressants. Du coup, let's go, hein, on va peut-être y aller quand même, parler des artistes. Donc Cannes, c'est l'un des 6 artistes qui vont produire l'un des 6 éléments de la collection, de la première collection. Cannes, on l'a choisi. Alors, vous commencez à voir un petit peu cette technique particulière. Lui, ce qu'il développe, c'est une technique pointilliste. Pointilliste, mais assez particulière, parce qu'il va la développer soit à la bombe, comme vous pouvez voir là à l'écran, soit au marqueur, au Posca, soit avec du tampon. Mais en tout cas, la technique, elle reste toujours la même. Il vient réaliser des visuels avec cette technique-là. Donc là, on le voit de près. Et vous allez voir un petit peu, voilà, ce que ça peut donner. Donc ça, il a plutôt travaillé entre le tampon et le marqueur. Donc là, il y a même plusieurs plusieurs marques à chaque endroit. Il vient répliquer aussi ce qu'on peut avoir comme rendu avec la quadrichromie, pardon. Donc c'est quelque chose d'assez pop, hein. Ça fait penser aussi à du Warhol, d'ailleurs, dans les thématiques qu'il développe, il y a un peu de ça. Mais voilà, donc c'est une technique qui est complexe, qui est longue et qui est assez fun, dans le sens où, quand vous êtes prêt, par exemple, là, je vous ai pris une photo volontairement on est près de son œuvre, on ne sait pas du tout de quoi, qu'est-ce que ça représente. Et il a la particularité quand on se recule, quand on commence à prendre un peu de recul sur ce qu'il fait, hop, voilà, tout de suite, ça, on a un rendu, et on a presque l'impression, on perd quasiment le pointillisme quand on est assez loin. Donc là, vous voyez les 5 œuvres qui sont sur le mur dans ça, c'était un salon d'art urbain. Je me demande si c'était pas Urban Art Fair il y a un an ou deux. Donc là, vous avez 5 œuvres de Cannes. Vous voyez un petit peu les thématiques qui développent. Mais voilà, donc c'est un process qui est assez, comme vous pouvez le voir, assez long, assez technique, voilà, il ne fait pas une œuvre en 2 minutes. D'ailleurs, l'œuvre qu'il va réaliser pendant la soirée, il l'aura entamée avant, parce que ça prend trop de temps, donc il viendra la terminer en live. Voilà, donc c'est vraiment un processus qui est long. Chaque œuvre prend du temps et ça donne d'autant plus de valeur à ce qu'il réalise. Voilà, alors il y a plusieurs thématiques qui développent. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup aussi. C'est cette thématique-là, peut-être l'une de mes préférées. Sur les dernières années, il a développé la thématique des riots, des émeutes, avec des visuels hyper forts comme ça, de scènes de rue, de violence urbaine. Voilà, moi je trouve ça super fort. Surtout avec sa technique qui permet vraiment de rendre. On a vraiment l'impression que la bagnole est en train de cramer là. Voilà, c'est super fort. Et bon, vous imaginez bien Wallburner. On était content d'avoir un gars comme ça, et c'est un petit peu aussi pour ça qu'on l'a pris pour la soirée, la première soirée. D'ailleurs, je spoil un peu, mais il y aura clairement quelque chose qui rappellera Wallburner dans l'œuvre qu'il va réaliser et qui sera burnée. Voilà, donc ça, c'est l'une des thématiques qu'il a développé ces dernières années. Il y en a d'autres. Je parlais de l'influence pop. Voilà, le pop, il est là, le pop art, avec des figures du pop, des figures un peu des personnages célèbres. Il y a aussi une autre thématique qu'il a développée, celle des pin-up. Voilà, quelque chose de très frais, très sympa, pas dégueu aussi de sa part. Et donc là, vous avez vu des tableaux. Donc ça, c'est plutôt ce que je vous ai montré là, c'est des tableaux qui sont donc vendus en galerie. Mais évidemment, il va réaliser des œuvres, des fresques de rue, soit en légal, soit en vandale. Et il va aussi s'intéresser à des thématiques classiques. Donc là, la scène, très clairement, d'où la liberté dans le pub, qui est aussi une autre thématique classique qu'il avait développée
il y a quelques années. Donc, l'œuvre que lui a réalisée, donc c'est une œuvre évidemment, une réinterprétation de la liberté guidant le peuple, en pointillisme comme ça, qu'il avait réalisé en Savoie. Donc là, je ne vous la montre pas encore, hein, ce n'est pas encore l'heure du reveal. Mais bon, si vous cherchez un peu, je pense que vous pourrez la trouver, peut-être. Elle a été réalisée en Savoie. Et voilà, c'est une réinterprétation assez libre, dans des thématiques assez monochromatiques. Moi, je la trouve magnifique, assez précise. Voilà, donc j'ai hâte de vous la montrer. Et c'est ça que vous aurez dans le premier NFT produit par Cannes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que j'ai noté sur lui? Oui, voilà, on parlait de présence dans le milieu de l'art. Donc lui, il a une vraie présence aussi auprès des artistes. Comme je disais, il fait partie d'un crew qui s'appelle le DMV, qui s'appelle Da Mental Vapors. J'aime beaucoup le nom de ce crew, Da Mental Vapors. Pour ceux qui sont fluents français et anglais, c'est donc les vapeurs qui montent à la tête, si je traduis un peu. Et en fait, c'est quoi ces vapeurs? C'est évidemment les vapeurs quand vous taguez, graffez à la spray, il y a des vapeurs. Et comme évidemment la plupart des graffeurs, des artistes ne mettent pas de masque, à force de taguer, de respirer ces vapeurs, ça vous monte à la tête, ça vous rend un peu stone. Et donc c'est ça, c'est les fameuses Mental Vapors, d'où le nom de leur crew. DMV, Da Mental Vapors. Et il y a parmi les plus grands artistes de la scène dans ce crew-là, vous avez Lek Sowat, vous avez Brusque, vous avez Griwan, voilà, il y en a plein. Et donc, c'est vraiment un honneur d'avoir un gars comme Cannes qui fait partie de ce crew dans cette première collection. Donc, je le remercie. Et je le remercie en plus, évidemment, d'être à notre soirée et de faire ce premier burn en live. Voilà, donc ça c'était pour le premier artiste Cannes, et je vais peut-être accélérer un peu pour qu'on ait le temps de passer les 6. Alors, deuxième artiste, rien à voir, absolument rien à voir. Lui, il s'appelle Clet, C-L-E-T, c'est encore un Français, mais c'est un Français qui vit à Florence, dans la belle ville de Florence, il a beaucoup de chance. Et alors lui, rien à voir, lui, il tague pas, il travaille pas à la bombe. Lui, il intervient sur des panneaux de signalisation qui détournent avec des stickers. Donc, c'est vraiment une pratique très amusante, très playful. Ça va être du détournement. Donc, il va venir beaucoup sur les tableaux, les panneaux stop, les sens interdits, etc. Et voilà, là, je vous ai mis, ça, c'est sa toute première œuvre. C'était il y a à peu près 10 ans, si je ne dis pas de conneries. Et voilà, ça, c'est la première œuvre qu'il a détournée. Donc, il était déjà à Florence, un sens interdit, qu'il a détourné un peu comme un Christ crucifié. Et ça a vachement pris, ça a vachement plu. Et depuis, le mec ne s'arrête plus. Si vous baladez beaucoup dans les rues de Paris, il en a mis partout. Et il y en a vraiment beaucoup hein, dans les rues de Paris, de Bordeaux, de plein de villes en France. Il n'y en a peut-être pas autant que Invader, vous savez, le gars avec les mosaïques. Les pixels, ouais, les pixels, effectivement, et en mosaïque. Mais il y en a un paquet et il est super fun. Voilà, il en a posé partout dans le monde aussi. Quand je vois sur un truc, Arthur, on est d'accord, c'est la première fois qu'il fait des NFT, Clet? C'est la première fois qu'il fait des NFT. Donc il n'a jamais fait de NFT. En fait, ce qu'on va acheter sur Wallburner, c'est le tout premier NFT de Clet. Et tout à fait. C'est kiffant, ça. Tout à fait. Parce que et pareil pour Cannes, je crois. Pareil pour Cannes, ouais. Donc ce que tu es en train de nous dire là, en fait, c'est que ces mecs-là, qui sont des gens qui existent, qui sont dans des crews, dans des machins, ils ont choisi Wallburners pour leur premier NFT. Exactement. Et ben moi, exactement. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour nous et ça fait plaisir pour le mec, pour les collectionneurs en vrai. Parce que c'est le premier. Même si on fait 5000 derrière avec sur OpenSea tout seul, je sais pas quoi. C'est le premier, il l'a fait là, quoi. C'est le premier, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les artistes urbains s'y mettent, mais vraiment en ce moment. Et finalement, il n'y en a pas tant que ça qui ont commencé à en faire ou qui l'ont fait peut-être parfois de façon un peu désordonnée. Voilà, et nous, on a cette chance d'avoir cette plateforme et ce programme surtout à long terme
qui va permettre vraiment à toute la scène d'artistes urbains françaises, mais aussi internationales, justement d'avoir un lieu de référence pour pouvoir immortaliser leurs œuvres éphémères. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Et ils savent que une fois qu'on aura vendu leurs œuvres, ça ne s'arrêtera pas là. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que la plupart de ces artistes ont accepté, m'ont dit oui. C'est parce qu'ils savent qu'on va faire les ventes, mais derrière, moi, ce que j'ai vraiment envie qu'on fasse, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire vivre. On va créer des expositions de ces œuvres-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des expositions physiques, d'œuvres physiques de ces artistes. Ça, c'est bon, il n'y a pas de souci, ils en font plein à l'appel. Mais finalement, toutes les œuvres éphémères qu'ils vont réaliser dans la rue, que ce soit en vandale ou en légal, ok, il y a Instagram qui les immortalise, mais Instagram, vous savez ce que c'est hyper éphémère. Et grosso modo, passer le buzz des premiers jours ou voire des premières semaines où ils ont réalisé un mur, le mur, il est oublié. D'ailleurs, souvent, le mur, il est repassé. Et moi, ce que j'aime avec ce projet-là et ce qui me tient vraiment à cœur, c'est que là, on est vraiment en train de créer une manière d'immortaliser, de créer un musée digital d'œuvres éphémères, mais qui vont plus l'être. Et donc, ça va vraiment donner toute la dimension à ces artistes urbains qui, voilà, aujourd'hui, s'exprimer énormément dans la rue en vandale ou en éphémère. Mais là, on va vraiment, vous allez pouvoir, les collectionneurs vont pouvoir non seulement posséder leurs œuvres physiques, mais leurs œuvres aussi digitales et même plus éphémères. Donc ça, c'est vraiment quand même très cool. Voilà, donc fin de la petite parenthèse digression. Je vous ai mis d'autres petites gimmicks, interventions de Klett. Voilà, il y a plein de trucs, c'est super fun, c'est super sympa. Le mec est assez drôle, assez cynique, c'est parfois un peu humour noir et très actif. Donc ça, vraiment, ça fait plaisir. Et donc, pour notre liberté, donc pour sa réinterprétation de la liberté, il est venu à Paris la semaine dernière, je ne vous dis pas de bêtises, il est venu à Paris la semaine dernière pour réaliser le sien. Donc c'est une œuvre d'art urbain qui est ultra récente, qu'on a photographiée, qu'on a immortalisée super récemment. D'ailleurs, donc si vous baladez dans Paris, je ne vais pas vous dire où elle est, mais il y en a deux. Il y en a deux qui se baladent, qui sont pas encore recouvertes. Et bon, dès qu'on l'aura reveal, peut-être qu'on vous dira où elles sont. Mais en tout cas, voilà, elles sont toutes fraîches. Il est venu récemment, donc j'ai hâte aussi de vous montrer sa réinterprétation de La liberté guidant le peuple. Voilà, d'autres, voilà, là il y en a pas mal. Bon bref, le mec il s'arrête pas, hein. Clairement, il en fait pas mal. Et donc voilà, moi c'est vraiment ça que j'aime chez lui, c'est très drôle, ça se prend pas la tête, c'est assez cynique, parfois c'est même engagé. Il a fait récemment son tout dernier, c'est un tank. C'est un tank évidemment en écho à ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Donc voilà pour Klett. Allez, on enchaîne. Allez, encore un style très très différent. Ça, on n'est plus sur un français, on est sur un portugais qui s'appelle Mister Deo. Un portugais qui est une grosse resta dans son pays et pas que d'ailleurs. Et lui, ce qu'il sait faire, c'est encore un style très très différent. Lui, il est sur de l'ultra-réalisme, toujours à la bombe. Et donc lui, voilà, c'est un peu un très très grand technicien de la bombe. Le gars, il va peindre essentiellement des portraits de personnes connues ou au contraire pas du tout connues, mais avec une précision technique qui est assez dingue, avec un côté très street, très graffiti, parce que le mec vraiment c'est un gros graffeur de base. Voilà, et surtout l'une de ses particularités, c'est un peu le gigantisme. Il va faire des énormes murals dans le monde entier. Vous voyez, là on est sur 4-5 étages. Voilà, donc le mec il présente pas trop aussi en termes de dimension, ce qui est vraiment pas facile à la bombe. Voilà, donc ça c'est une autre œuvre qu'il a réalisée toujours au Portugal. Le mec très fier de son pays, va aussi beaucoup travailler sur l'histoire de son pays. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà. Ça c'est très graffiti, c'est un petit gimmick, mais je trouvais ça marrant de vous montrer. Fier de son pays. Voilà, une autre, ça si je dis pas de conneries, c'est à Porto.
pour ceux qui y sont allés. En tout cas, ça en a tout l'air aussi. Et ça, c'est une autre série que j'avais bien kiffé, que je voulais vous montrer sur des dictateurs. Donc lui aussi, il y a un certain engagement, ils le sont tous plus ou moins, hein, mais voilà, un certain engagement avec la représentation de dictateurs ultra détournés. Et donc lui, voilà, il a aussi représenté la liberté. Et donc sa réinterprétation, il l'a faite en France, à Paris, plus exactement au mur d'Oberkampf. Pour ceux qui connaissent, le mur d'Oberkampf, c'est un peu le mur d'expression des artistes urbains mythiques à Paris. C'est un mur qui existe depuis quasiment 10 ans. C'était un des premiers murs d'expression où les artistes revenaient régulièrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les 2 semaines, le mur est recouvert. Il y a de nouveaux artistes qui viennent intervenir. Il y a eu des centaines d'artistes qui sont succédés. Donc, autant vous dire qu'évidemment, son mur, il n'existe pas depuis. Il a été recouvert depuis belle lurette. Mais je vous dis ça parce que cette œuvre qu'on va transformer en NFT, c'est une œuvre qui a été réalisée dans un cadre un peu particulier, qui est ce mur Oberkampf. Et donc, il y a aussi cette vraie valeur que ce NFT soit passé sur ce mur Oberkampf, qui est donc un peu plus haut qu'Oberkampf, vers la place verte, pour ceux qui connaissent. Voilà, vous verrez ça bientôt. Ok, on enchaîne. On enchaîne alors avec un autre. Alors là, c'est un peu particulier. L'œuvre dont on va parler, elle a été réalisée par ce duo d'artistes qui s'appelle Zag et Zia. Zag, c'est le mec à droite, et donc Zia, c'est la nana. Je dis que c'est un peu particulier puisque au moment où l'œuvre a été réalisée, le duo d'artistes existait en tant que duo. Il a existé plusieurs années en tant que duo. Malheureusement, aujourd'hui, ce duo s'est séparé, mais c'est aussi ça qui est intéressant dans cette œuvre, c'est que plus jamais ce duo ne se reproduira, mais c'est ça aussi qui donne la valeur à cette œuvre, c'est que voilà, il y a un nombre fini d'œuvres qui ont été réalisées par ce duo d'artistes, et il n'y en aura pas plus. Donc voilà, et c'est aussi pour ça que c'est très sympa pour ceux qui posséderont cette œuvre-là. Et aujourd'hui, c'est plutôt Zag, donc le mec, le gars, qui poursuit le travail, ce travail-là que je vais vous décrire. Et donc, ce travail, vous le voyez un petit peu en arrière-plan, mais c'est un travail, eux aussi, de réalisme, mais avec une grosse particularité que vous ne voyez pas forcément ici, mais c'est que son kiff à Zag, c'est de travailler sur l'anamorphose. Alors, l'anamorphose, qu'est-ce que c'est ? C'est un terme technique artistique, mais vous allez voir, c'est assez simple. L'anamorphose, c'est de travailler sur une illusion d'optique qui fait qu'en fonction du lieu où vous vous trouvez, vous ne voyez pas l'œuvre de la même manière. Et en fait, il faut se mettre sur un point précis dans l'espace par rapport à cette œuvre. En l'occurrence, pas le point où la personne s'est trouvée pour prendre cette photo, parce que là, de ce point de vue-là, l'œuvre, elle ressemble à rien. Hein, on ne sait pas trop de quoi on parle. Et donc, cette anamorphose qui a été rendue célèbre par un peintre classique qui s'appelle Hans Holbein. Ceux qui connaissent, il avait peint un tableau, tout ce qu'il y a de plus banal, et à l'intérieur de ce tableau, il a réalisé un crâne humain qui, quand vous regardez l'œuvre de près, ressemble à rien, et quand vous vous mettez comme ça par rapport à l'œuvre, vous voyez le crâne en anamorphose. Et là, c'est pareil. Zag et Zia, ils ont fait donc cette anamorphose. Quand vous vous mettez là, ça ressemble à rien, et hop, quand vous vous mettez de cette perspective, ça prend toute cette forme. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a choisi, eux. C'est voilà, pour cette espèce de technique assez dingue qui est vraiment assez impressionnante. Moi, je suis toujours impressionné quand je vois comment les mecs réussissent à réaliser ce genre d'anamorphose. Voilà. Et lui, et en particulier, leur kiff, c'est de travailler donc l'anamorphose et sur les escaliers. Puisqu'il y a forcément les escaliers, dès que tu t'approches, tu perds en fait le visuel, il faut que tu te recules. Donc voilà, il y a ce côté, tu es obligé de toute façon de t'approcher des escaliers pour monter et pour monter les escaliers, donc tu perds l'anamorphose. Et donc voilà, donc ça c'est un autre exemple. Là on n'est pas totalement sur le sweet spot de l'anamorphose, mais c'était important pour vous montrer. Voilà, une autre œuvre qu'il a réalisée, ça m'a l'air d'être à Montmartre. Hein. Ça m'a l'air d'être à Montmartre.
Voilà, assez fun. Là, on est sur le sweet spot de l'anamorphose et quand vous rapprochez, on le voit plus. Voilà, donc ça, c'est assez étonnant et c'est aussi pour ça qu'on l'a choisi. Et donc, eux, ils ont réinterprété la liberté sur un escalier, vous verrez. Ils ont pris quelques-uns des éléments clés de l'anamorphose et c'est ça qu'on a voulu montrer dans ce NFT. Ok, on enchaîne avec ce monsieur-là. Ce monsieur-là qui est un Français, j'ai pris cette photo parce qu'elle est assez représentative du mec. C'est un artiste qui est un peu taré, qui est très drôle, qui s'appelle Jody Bona. S'il y a bien un mec que vous pouvez peut-être connaître dans le chat, à mon avis, c'est lui. Je suis sûr qu'il y a au moins quelqu'un dans le chat qui le connaît. Sur la scène française, il est quand même très très connu. Il est dans un paquet de galeries en France. Il a fait un paquet de murs. Son style, c'est un style qu'il appelle le pop graffiti. Donc lui, ce qu'il vient faire, c'est tout simple. Donc c'est une réinterprétation du pop art. Il vient réaliser ses œuvres en 2 temps. Je ne sais pas si vous pouvez trop le voir ici, mais je pense qu'on le verra sur d'autres œuvres que je vous ai sélectionnées. Lui, c'est vraiment un gars qui vient du graffiti. Donc, en fait, il va faire un arrière-plan entièrement graffiti avec plein de couleurs que vous pouvez voir là. Et en fait, il va venir poser un gros collage par-dessus qu'ensuite il déchire. Il déchire son collage, tac, 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 tac. Et en fait, c'est par la déchirure des collages qu'il vient vraiment créer l'œuvre. Voilà, une autre œuvre qu'il a réalisée, ça c'est à Montmartre, très clairement, pour une institution. Est-ce qu'on arrive à voir ça? Bon, voilà, ça c'est autre chose. Ça c'est avec en arrière-plan sa muse et son agent, parce que sa nana est aussi son agent, Amélie. Voilà, très sympa tous les deux. Et est-ce qu'on arrive on arrive à voir un petit peu mieux ici la technique, voilà. Donc vous voyez vraiment les couches successives de graffiti et de papier découpé qu'il a découpé derrière. Donc voilà, très très fort le gars et c'est aussi pour ça qu'on l'a choisi. Donc dans le NFT qu'il a réalisé pour nous, c'est un NFT qu'il a réalisé il y a c'est un mur qu'il a réalisé il y a quelques années dans des circonstances assez tragiques puisqu'en fait il a réinterprété la liberté dans le peuple dans le cadre en hommage en fait aux victimes du Bataclan à l'époque, assez vite après les attentats. Et donc, voilà, ça a été vraiment une œuvre en vandale, totalement, dans la rue, hommage qu'il a réalisé parce que, vous verrez, on l'a interviewé là-dessus, il en parle, mais ça a été, voilà, il s'est senti obligé d'aller créer ça pour rendre hommage. Et donc, aujourd'hui, c'est d'autant plus ouf et fort de pouvoir… donc, c'est évidemment quelque chose qui a disparu depuis longtemps, malheureusement. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on l'a choisi, c'est pour… pouvoir redonner de la vie à ce NFT et à cette œuvre qui a totalement disparu et de la faire vivre le plus longtemps possible aussi dans le temps. Oui, Arthur, peut-être un truc qui moi, me semble intéressant dans ce que tu montres, c'est qu'en fait, quand tu achètes un burn, tu as évidemment des photos, et là, tu montres beaucoup de photos, mais tu as surtout du matériel exclu communiqué avec l'artiste. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as des interviews, ils t'expliquent, ils prennent le temps de parler, c'est toi qui a fait un certain nombre d'interviews, et ça, c'est du matos qui est complètement inédit, en fait. Ouais, absolument. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient hyper à cœur, c'est que le burn, le NFT que vous achetez, alors déjà, c'est déjà excellent d'avoir une belle photo d'ailleurs que vous pouvez derrière avoir chez vous, afficher chez vous, soit digitalement, mais aussi, je pense que tu l'as dit, Fédé, mais de pouvoir l'imprimer, pouvoir la tirer en HD et l'afficher chez vous si vous le voulez. Donc ça, évidemment, c'était hyper important pour moi. Mais il y avait une autre partie qui était super importante, c'était que vous puissiez rentrer un peu plus dans l'intimité de la production, de la réalisation de cette œuvre. Et donc, vous verrez, ceux qui auront la chance de pouvoir acheter les NFT, ils auront plein de matériel caché, totalement privé et qui leur appartiendra, souvent de la réalisation de l'œuvre sous forme de vidéo, mais aussi de photos, etc., avec des petites interviews et voilà, plein de petits goodies comme ça, j'en dis pas plus, mais plein de petits goodies qui font que vraiment vous pourrez avoir un lien un peu particulier avec l'artiste. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui était hyper important de pouvoir donner à nos collectionneurs, de créer ce lien aussi avec ces artistes.
Voilà, tu fais bien de le souligner. Lui aussi, c'est son premier NFT ou pas? Il en a fait d'autres? Non, c'est pas son premier NFT. D'accord. Il en a fait une première session. Alors, ce qu'il a déjà fait, c'était un NFT 100% digital. Hein. D'accord. Donc, c'est son premier NFT d'une œuvre éphémère. Ok. D'une œuvre éphémère. Ok. Voilà, voilà. On enchaîne. Je crois que là, on est sur l'avant-dernier. Non, on est sur le dernier. On est sur le dernier déjà. Et pas des moindres. C'est donc un Italien, Andrea Ravomattoni, un Italien qui vient du nord de l'Italie, un gars ultra sympa, en plus d'être ultra talentueux. Bon, ils sont tous sympas, hein, mais je le dis quand même. Donc, un Italien qui, lui aussi, est plutôt dans l'ultra-réalisme, mais avec toujours un twist, parce que chacun a vraiment une particularité, c'est pour ça qu'on les a choisis. Lui, son dada, son kiff, c'est d'aller prendre il prend uniquement, il va chercher des œuvres de l'art classique, du 15e, du 16e, du 17e, hein, de grands maîtres de cette époque-là, et il vient juste les peindre en grand, boum, il en fait des énormes murals de dizaines de mètres carrés sur 10 mètres, 20 mètres de haut, comme ça, dans le monde entier. Et ça, je trouve ça ultra kiffant parce que voilà, il vient remettre au goût du jour des œuvres potentiellement oubliées ou pas d'ailleurs, mais en tout cas des œuvres classiques. Et du coup, le format et l'environnement dans lequel il les met, il y a il y a une sorte de choc des civilisations entre une œuvre du 15e, du 16e, et là, c'est ce que j'ai mis par exemple. Vous voyez, des panneaux de signalisation, rien que ça, des panneaux de signalisation derrière une œuvre, ça c'est une œuvre qui date du 16e siècle. Je sais pas, moi je trouve ça assez dingue. En plus, il arrive évidemment avec sa petite patte, sa réinterprétation. Donc voilà, c'est hyper impressionnant. En plus d'être impressionnant techniquement, bien sûr. Donc voilà, donc c'est un sacré artiste. Quelques autres exemples. Donc voilà, vraiment systématiquement, le mec va prendre des tableaux existants de maîtres. C'est très important. Hein, c'est des maîtres de l'art classique et il vient les réinterpréter délicatement, leur mettre sa touche dans des environnements, voilà, comme ça, qui sont assez dingues, ultra urbains. Voilà, moi je trouve ça super kiffant. Et Voilà. pour nous, ce qui est chouette, c'est qu'il a vraiment été faire une œuvre pour nous, spéciale. C'est-à-dire qu'on lui a parlé du projet, il a tellement kiffé qu'il a voulu faire un truc. Exactement. Alors, comme Clet, on a hésité, puis il nous a dit non, mais les gars, là, ça me donne une idée. Je vais venir vous faire une œuvre rien que pour vous. Et pour ceux qui connaissent, c'est une œuvre d'Urbex. Donc, en fait, il a pas loin de chez lui, dans le nord de l'Italie, il y a une usine abandonnée dans laquelle il va de temps en temps peindre, s'entraîner, etc. Et il nous a réalisé une sorte d'esquisse grandeur nature en urbex, une esquisse grandeur nature en urbex, donc monochrome, c'est vraiment très très belle, justement de la liberté guidant le peuple. Et donc vous verrez les photos qui ont été prises, elles sont assez dingues. On voit le lieu, l'espèce d'usine abandonnée, totalement à l'abandon avec des carreaux pétés, de la mousse partout. Enfin, déjà le lieu est incroyable et en plus avec cette espèce d'immense esquisse réinterprétation, une espèce de rouge orangé pétant, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant et voilà, on a assez hâte de vous le montrer et surtout, comme tu dis, Fédé, on est très content qu'il ait réalisé cette œuvre. Rien que pour nous, là, il y a un peu moins d'un mois. Donc voilà, donc c'est la sixième œuvre de la collection. Pour ceux d'entre vous qui sont à Paris, si vous allez, je crois qu'elle est toujours là l'œuvre, si vous allez à Bastille, un endroit qui s'appelle le Mur Bastille, il y a en ce moment une œuvre de lui qui est immense. Alors, on dirait que c'est la liberté qui guide le peuple, mais non, c'est un autre tableau classique. Et ce qu'il a fait, qui est assez chouette, c'est qu'il l'a fait sur fond rouge. Et c'est vrai que la rue, il illumine en fait la rue, c'est assez génial. C'est vrai que lui, pour la peine, quand on a lancé ce projet, c'était un peu notre coup de cœur. On voulait absolument l'avoir. Et on a remu un peu ses terres pour arriver à l'avoir. Et en tout cas, moi, je suis très fier qu'il soit dans cette collection-là. Parce qu'on aime, on n'aime pas, mais c'est super impressionnant ce qu'il arrive à faire. Absolument. Et en l'occurrence,
Nous, on aime, donc on est content. Ouais, non, mais je peux comprendre parce que c'est quand même, on est moins dans le street art. On est moins dans le street comment dire, au premier abord, mais je trouve que c'est très street finalement d'arriver à faire ces murals énormes dans des environnements ultra urbains. C'est voilà. Et en plus, le mec est une crème, quoi. C'est ça qui est, Et en qui est plus, génial. ce mec est une crème. Voilà. Voilà, donc écoutez, j'espère que vous avez kiffé les différents artistes, que chacun a quelque chose à son goût. Franchement, j'en doute pas trop, parce qu'il y en a vraiment un peu pour tous les goûts. Vous verrez leur façon de réinterpréter, c'est là aussi que c'est intéressant. Ils réinterprètent tous une même œuvre, et pourtant, vous allez voir que les œuvres, à la fin, elles sont toutes ultra, ultra différentes. Et donc, c'est ça qui est fun aussi. Super, je pense qu'on a eu, on a été très très bien éclairé là sur le projet. On a eu beaucoup plus d'informations que c'est vrai que la dernière fois on a beaucoup parlé, mais là on a des images en plus. Federico, tu nous as bien exposé l'application. Ça c'est ce qui manquait, je pense, un peu la dernière fois. Et là on en sait un peu plus. Je sais pas si vous avez des questions dans le chat à ce sujet. Et j'allais te poser des questions, du coup Arthur, mais tu as répondu en même temps que tu faisais ta démonstration. J'allais justement on parlait justement d'œuvres éphémères. Et justement, le NFT va permettre ça, l'application va permettre ça, justement, parce que on a vu que ça se passait sur des panneaux ou sur des murs, et j'allais dire, les services de la ville, au bout d'un moment, ils doivent l'enlever. Donc, ça peut être des œuvres qui peuvent rester très, très peu. Ouais, absolument. C'est vraiment l'un des facteurs clés aussi de ma participation et de mon enthousiasme pour Wallburner. C'est ça, c'est la préservation, c'est au long terme de ces œuvres, puisque encore une fois, je le redis, hein, tout ça, on va le continuer à l'exposer dans des expos in situ, décentralisées, en ligne, etc. Et ouais, et en fait, aujourd'hui, c'est quelque chose qui, ok, c'est conservé sur Insta, mais là, vraiment, on va le remontrer, tu vois, on va le réévénementialiser, on va le remontrer. Et ça, c'est quelque chose qu'en fait, malgré tout, ça n'existe pas. Il n'y a pas vraiment d'expo dans le monde de l'art urbain. Il y a des festivals. Donc, en gros, c'est pendant un temps donné, souvent une semaine, quelques jours, les mecs viennent, peignent, etc. Ensuite, tu peux voir les œuvres, mais souvent derrière, comme tu dis, elles sont recouvertes. D'ailleurs, qu'elles soient légales ou pas légales, elles sont recouvertes. Donc voilà, on les perd. Donc voilà, je trouvais ça vraiment hyper important d'avoir des NFT d'œuvres éphémères. Et je trouve que le NFT, là, c'est pas du tout gadget. C'est vraiment une des utilisations ultra intéressantes et intelligentes du NFT, c'est de pouvoir garder, immortaliser tout ça. Puis on est bien plus que sur un NFT. Quand on achète un NFT, moi je viens du monde du gaming, hein, donc au niveau NFT art, j'étais pas trop dans le truc. Mais là, ce que tu me proposes, c'est complètement différent de ce que je vois d'habitude. D'habitude, on achète un NFT, puis on l'a sur un wallet ou voilà, on le voit sur OpenSea par exemple. Et là, on est sur une application, c'est beaucoup plus qu'un NFT. Pour moi, je vois comme ça. Hein. En fait, on a essayé de recréer finalement l'expérience d'un club de collectionneurs. Tu vois, avec tout ce que ça implique derrière, c'est-à-dire que on va le faire vivre. Et aujourd'hui, quand tu es un collectionneur d'art non NFT, aussi NFT d'ailleurs, hein, mais en tout cas, moi, je te parle aussi plus de ce dont je viens. Tu fais partie que tu achètes en galerie, etc. Tu fais partie d'un milieu qui a des accès privilégiés, soit aux artistes, soit aux œuvres, etc. Et ça, c'est important de l'avoir, quoi qu'il en soit. Et c'est ça qu'on est en train de créer aussi pour nos collectionneurs. J'avais une autre question sur le fait de... Tu disais que dans l'application, on pouvait avoir le lieu où se trouve l'œuvre, justement. Est-ce que tu as prévu justement des mises à jour au cas où l'œuvre est recouverte? Alors non. Enfin, l'œuvre, elle se déplacera pas. Elle peut disparaître. Le lieu, ce sera toujours. Voilà, elle va toujours disparaître. Non, mais par contre, il y a un truc qui est super intéressant qu'on veut faire. Ça aussi, c'est surtout sur des grandes œuvres. Éventuellement, faire des rééditions de la même œuvre, mais genre un an plus tard. C'est-à-dire de te mettre t'achètes une œuvre qui est dans une rue. Alors, si elle est recouverte par quelque chose d'autre, bon, bah, tant pis. Mais si par contre, elle a juste vieilli ou elle a existé, l'environnement a changé et qu'on arrive à faire un truc intéressant, ça peut avoir un sens de mettre à jour ton œuvre pour que tu aies la photo de comment elle est un an plus tard. D'accord. Ça fait partie des choses des fonctionnalités pour te dire qu'en fait, tu as une œuvre, mais d'un genre nouveau parce qu'elle évolue avec le temps. Elle est parce que justement, le digital permet de le faire. C'est super intéressant ce que tu dis, Matt. Tout à l'heure, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Moi, je viens du monde du gaming
et je suis en train de faire un effort mental pour me rendre compte qu'en fait, Wallburner, c'est autre chose que du NFT. Et c'est marrant parce qu'on a cette conversation avec toi et on a exactement le symétrique avec les collectionneurs réels. C'est-à-dire qu'ils nous disent mot à mot la même chose en te disant « Ouais, moi, je viens du monde de la collection et je suis en train de me tordre le cerveau pour comprendre ce que le digital peut m'apporter. » C'est assez. En fait, on a une vie qui n'est pas facile, parce qu'on parle avec plein de gens qui ne comprennent pas, en fait. Mais au fur et à mesure, on les emmène. Et moi, ce que je ressens, c'est que ça commence, tu vois. Je commence à voir dans les yeux des gens, je dis, mais en fait, c'est super, quoi. D'un côté comme de l'autre. Et c'est ça qui nous fait kiffer, le projet, clairement. Tout à fait. Ah, moi, je connaissais les NFT artistiques, mais voilà, comme je t'ai dit, c'est juste, on le retrouvait juste dans un wallet, rien d'autre. Là, on est quand même sur. Tu disais qu'on pouvait le rediffuser par exemple par Chromecast chez nous. On peut avoir accès à la toile également. Enfin, tu peux faire imprimer la toile. Je trouve ça super intéressant comme projet. C'est pour ça qu'on parlait de Metaverse la semaine dernière et j'ai toujours du mal, moi, à parler de Metaverse sur mon projet parce que quand tu dis Metaverse, les gens ont une idée très très précise de ce que c'est que le Metaverse, même si en réalité on n'en a jamais vraiment vu, mais on imagine tous que c'est une espèce de version plus d'un gros jeu vidéo, quelque part, dans lequel tu as un monde virtuel et puis, comme dans tous les bons jeux vidéo, à un moment, mon vrai impact avec le Metaverse, il était à l'époque où on avait essayé de mettre des pubs dans les jeux. Je sais pas si tu te rappelles, hein, Battlefield faisait ça, on avait essayé d'acheter des panneaux publicitaires et ça n'a jamais marché, c'est une catastrophe ce truc. Mais c'était et en fait le fait de faire rentrer les Burns de Wallburner dans ce genre de métaverse, c'est pas aussi évident. Par contre, il y a vraiment de l'espace pour un nouveau type un type de métaverse beaucoup plus conceptuel, beaucoup plus hybride, et qui pour moi est ultra kiffant. C'est-à-dire que tu as vraiment ce lien dans un univers réel avec des liens digitaux. Arthur expliquait qu'on va les faire vivre dans des expos. Ces expos, ce seront des expos qui seront à la fois dans le réel et dans le digital, parce qu'on pourra faire les deux et on aura de la valeur dans les deux. Ce ne sera pas juste on a reproduit le réel et on en fait une place de marché, ou le contraire. Ce sera des œuvres qui seront à cheval, parce qu'elles existent vraiment en vrai, et en même temps, elles existent vraiment dans le digital. Et du coup, tu pourras avoir une interaction entre les deux. Et ce sera quelque part ça, notre métaverse à nous. Après, il sera intégré avec les autres. Je vous disais, la semaine dernière, je parle avec des gens qui sont pour la peine vraiment dans des métaverses que vous connaissez. On est en train de chercher des idées. Mais le feeling que j'ai, c'est qu'on va aller sur un truc réellement nouveau et qui va réellement péter, quoi. Je trouve que il y a une énergie sur ces sujets-là qui est juste démente. Moi, j'ai pas ressenti ça depuis 2001, quoi. On est vraiment au même. Si vous y étiez pas au début d'Internet, avant la bulle, hein, on va dire, en 2001, c'est exactement la même vibe. C'est exactement la même vibe avec plein d'idées, avec plein d'opportunités, et en vrai, personne qui sait trop où ça va aller. Et c'est ça qui est cool, quoi. C'est ça qui est cool. Et justement, les artistes avec qui vous travaillez, ils ont une connaissance du métaverse et ils ont des idées par rapport à ça. Ils ont plein d'idées. Moi, après, je vais te laisser répondre, Arthur. Je vais te donner mon exemple. Ma petite réponse, que moi, je suis pas dans le milieu. Je les ai rencontrés. J'ai vu des gens très méfiants, en fait, parce que ils sont très peur de se faire entuber foncièrement sur la main, en très très simple, parce que c'est un monde qu'ils contrôlent absolument pas. Ils se rendent bien compte qu'il y a de l'argent, qu'il y a du fun, qu'il y a des trucs à faire, etc. Mais que à chaque fois quand quelqu'un les approche, c'est pour les entuber d'une manière ou d'une autre. Excusez la terminologie. Arthur, il y en a, je sais pas. Ouais, ça, et puis surtout, tous les artistes avec qui je parle, les mecs me disent, de toute façon, on me propose 10 projets par semaine, quoi, ou par jour, je sais pas. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus cool qu'ils partent avec nous, et c'est vraiment une question de confiance. Moi, ils me disent tout ça, hein, c'est parce qu'ils me connaissent et parce qu'ils ont confiance, et parce que je pense que aussi parmi tous les projets existants, on a quand même une vision à long terme qui leur plaît, qui leur parle et qui finalement reboucle avec ce qu'ils font depuis des années, voire des dizaines d'années en physique. Mais ouais, c'est clairement les mecs, ils ont un peu peur, ils savent pas trop comment aller, où aller. Ils ont besoin d'être rassurés. Par contre, ils ont plein d'idées, plein d'envies. Ça, c'est ça qui est cool. Mais juste, ils attendent d'avoir des gens de confiance pour se lancer. Et donc, je suis assez content que on soit visiblement ces gens de confiance là. Puisque ils ont des dizaines de propositions. Mais du coup, ils s'y mettent. Il suffit juste qu'ils soient bien accompagnés et que nous, du coup, on soit bien accompagnés par les bons artistes. Et je suis sûr qu'on va réussir à faire des trucs assez canons à la fin, quoi. Je pense.
Je pense que ça va être super. On a une question de Arakios. Je vais l'afficher à l'écran. Ouais, alors Arakios, tu devais pas être là tout à l'heure quand j'en parlais, mais c'est pas grave, je vais le répéter assez vite parce qu'effectivement c'est important. Le footage exclusif, c'est quand tu achèteras un NFT, je vais prendre l'exemple de ceux de la Liberty Guide dans le peuple, on va essayer de systématiquement donner en plus, de te permettre de rentrer dans l'intimité à la fois de l'artiste et de la réalisation de cette œuvre. Hein, donc cette œuvre, c'est des œuvres physiques, réelles, donc elles ont mis du temps à être faites. Et il y a toujours un petit peu de footage vidéo, photo, qui a été prise pendant qu'ils ont réalisé ces œuvres. Et donc nous c'est ce qu'on essaye de mettre dans le package que tu achèteras en NFT. C'est quelque chose qui sera visible uniquement si tu l'achètes, hein, par personne d'autre. Et donc voilà, ça te permettra d'être encore plus proche de la conception, de la réalisation de ces œuvres-là. Donc là, c'est assez cool. Et de plus en plus, dans les collections qui viennent, on va le développer avec de la réalité virtuelle, de la caméra 3D. Enfin, vous allez voir, 3D 360. Vraiment, toujours, l'idée, c'est d'être au plus proche de l'artiste, de l'action, et que voilà, c'est comme si vous y étiez, et de pouvoir voir la conception, tout simplement. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat? Pour l'instant, j'en ai pas. De toute façon, vous avez le lien du Discord qui est dans la description. Vous pouvez également nous rejoindre et poser toutes les questions. On sera là pour vous répondre. Il y aura Avec toujours plaisir, quelqu'un avec sur le Discord. D'autres choses à ajouter, Federico ou Arthur? Bah non, moi je remercie toujours tout le monde pour la gentillesse d'être là et de nous écouter toutes les semaines et de nous accompagner. Et c'est vrai qu'on a vos retours sur le Discord notamment et ça fait du bien parce que comme le disait Arthur, je peux dire qu'on est en guerre, mais c'est éprouvant physiquement en fait les journées qu'on a là. Et je sens que ça va monter jusqu'au 15. Mais c'est bien, c'est normal que ce soit comme ça. Mais c'est cool de voir qu'on a des gens qui nous suivent et qui nous écoutent et qui ont envie et qui donnent des conseils et qui ont envie d'être impliqués. Merci quoi. Juste merci d'être là quoi. C'est assez génial. Donc n'hésitez pas s'il y a des questions, quoi que ce soit. On est là, tapez sur le Discord et on essaye de. Moi j'essaie d'y être un petit peu tous les jours quand j'ai une minute à moi. Yes. Ok. Ouais, merci à tous. Merci à tous. J'espère que ça a un peu éclairci la lanterne, que vous allez pouvoir aller checker tous les artistes en question. Et puis, on en reparle bientôt. Et de toute façon, oui, un truc que je n'ai pas dit, et puis comme ça, je termine. On vous a préparé quelques vidéos pour que vous découvriez encore plus l'univers des artistes. Et on postera ça à la fois sur le Discord, sur l'Insta de Wallburner. Voilà, toujours dans l'optique que vous découvriez le taf des artistes, quoi. C'est super important. C'est super. Voilà. Ok, très bien. Je vous remercie tous les deux pour cette petite soirée. Est-ce qu'on aura un prochain AMA la semaine prochaine? Attends, moi j'adorerais si les gens sont intéressés, parce que normalement la semaine prochaine je devrais être liquide, parce que on sera à 4 jours du lancement, donc normalement je crois que vous allez me voir comme j'avais personne de ma vie en termes d'énervement. Mais ouais, normalement la semaine prochaine, si on le fait, on sera tellement proche de l'événement qu'on pourra donner des chiffres, des trucs, ce sera intéressant. D'ailleurs, si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on vous réponde, n'hésitez pas à poser des questions. On fera ça jeudi prochain si vous êtes présent. Ça marche. Cool. Merci beaucoup, Matt. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. À demain. Salut, les gars. Et puis voilà, à bientôt. Ciao. Allez, salut. Ciao.